Le fragment est tombé un mardi. Personne sur Terre ne l'a vu à l'œil nu. Le corps principal de 3I/Atlas avait déjà dépassé son point d'approche le plus proche, laissant derrière lui une longue traînée pâle dans le ciel de l'aube. Les télescopes continuaient de l'observer par habitude. L'un d'eux, un modeste télescope automatisé situé en Arizona, a capté une petite lueur près du bord de la comète. Une particule s'est détachée. Elle a brillé, puis s'est éteinte. Sa trajectoire ne suivait pas celle de la poussière. Elle s'est courbée vers l'intérieur, directement vers la Lune. Au même moment, un petit orbiteur lunaire a détecté quelque chose d'étrange. Un bref flash intense sur la face nocturne. Un point précis près du bord d'un cratère situé à une latitude moyenne. Aucune impulsion radio. Pas de nuage de débris suffisamment important pour être enregistré en détail. Juste un pic lumineux, puis une nouvelle tache dans un paysage qui n'avait pas changé depuis des millions d'années. Le logiciel l'a signalé. Impact. Objet non répertorié. Priorité moyenne. En moins d'une heure, 3 équipes différentes avaient analysé les données. La trajectoire remontait à la même source. 3I/Atlas. Il se trouvait qu'un rover se trouvait non loin du site de l'impact. Pas tout près, mais suffisamment proche. Une machine compacte à 6 roues, de la taille d'une voiturette de golf, qui rampait lentement à travers les plaines grises dans le cadre d'une mission géologique à long terme. Ses caméras étaient poussiéreuses. Ses roues étaient usées. On s'attendait à ce qu'il rende l'âme il y a 2 mois. Cela lui donna une nouvelle mission. De nouvelles coordonnées apparurent dans sa file d'attente. Changement de cap. Dirige-toi vers le cratère frais. Le temps d'arrivée estimé était de 12 jours terrestres, à vitesse maximale. De l'autre côté du monde, dans une salle de contrôle brillamment éclairée, un autre groupe d'ingénieurs a vu la même alerte d'impact. Ils ne possédaient pas de rover sur la Lune. Ils avaient cependant un micro-rover presque prêt dans une salle blanche et un petit module d'atterrissage posé sur une rampe de lancement présenté comme une démonstration technologique avec un calendrier flexible. L'impact leur donna une cible et une excuse. En 48 heures, après une série effrénée de signatures et de vérifications de carburant, le petit atterrisseur s'éleva dans le ciel à bord d'une fusée légère. Sa mission était simple sur le papier. Atterrir près du nouveau cratère, déployer le micro-rover, arriver le premier. L'ancien rover avançait lentement, sa trajectoire formant un long arc sur un terrain accidenté. Il ne pouvait pas aller plus vite sans risquer de casser une roue. Ses opérateurs observaient sa trajectoire prévue comme s'il s'agissait d'un commentaire de course. La nouvelle mission avait l'avantage de la vitesse, mais l'inconvénient du risque. L'atterrisseur devait effectuer une descente précise sur un terrain accidenté. En cas d'échec, ses pièces se disperseraient sur la Lune. En cas de succès, une machine neuve et agile, avec des batteries pleines et des optiques propres, roulerait devant son rival plus ancien. La nature humaine en fit une compétition silencieuse. Personne ne prononça le mot « course ». Tout le monde y pensait. L'atterrisseur s'est posé 3 jours plus tard. La poussière s'élevait silencieusement, tandis que ses petits propulseurs luttaient contre la gravité lunaire. Les caméras diffusaient des images de roches grises et d'ombres sur les écrans du centre de contrôle de la mission. Il n'y avait pas de décalage temporel suffisant pour que cela semble irréel. La surface lunaire s'élevait à la rencontre des pattes métalliques. Un petit rebond, une inclinaison, puis le calme. La télémétrie restait verte. Des acclamations s'élevèrent, étouffées par les voix et les yeux fatigués. La trappe s'ouvrit. Le micro-rover roula sur ses 4 roues étroites, plus léger qu'une personne, mais transportant des instruments plus avancés que tous ceux qui avaient touché le sol lunaire auparavant. Le nouveau cratère se trouvait sur la pente intérieure d'un cratère plus ancien. Son bord était net, son intérieur sombre. Le micro-rover s'en approcha par petites accélérations, s'arrêtant pour scanner les dangers. Le soleil bas projetait de longues ombres trompeuses. À sa gauche, à l'horizon lointain, un faible reflet marquait l'approche lente du rover vétéran, encore à plusieurs jours de là. Les opérateurs plaisantaient en disant que la vieille machine semblait jalouse. Le micro-rover ignorait tout sauf les coordonnées et les commandes. Il atteignit le bord 5 heures après son déploiement. À l'intérieur, les caméras virent quelque chose qui n'avait pas sa place là. L'objet se trouvait au centre de la cicatrice d'impact, à moitié enfoui dans la poussière. Il avait à peu près la taille d'une tête humaine. Il n'était pas irrégulier comme un rocher. Il n'était pas bosselé comme une météorite. Il était lisse, presque parfaitement lisse. Sa surface était noire, mais pas comme le basalte. Elle reflétait la faible lumière du soleil d'une manière qui la faisait paraître humide, même si elle se trouvait dans le vide à 200 degrés sous zéro. Autour de lui, le régolithe avait fondu puis regelé en formant un anneau vitreux. Quel que soit l'objet qui était tombé, il avait frappé fort et vite. Le micro-rover s'est arrêté et pendant un instant, tout le centre de contrôle de la mission a fait de même. Tous les écrans affichèrent la même image,
une sphère noire dans la poussière grise, brillant comme une goutte d'huile, dans un cratère réel sur une lune réelle, qui jusqu'à aujourd'hui n'avait abrité que d'anciennes cicatrices et des déchets humains. Les instructions étaient claires, ne pas toucher avant d'avoir reçu les mesures. Le télémètre laser a émis un signal vers l'objet. La distance est revenue stable. Le capteur de température s'est déclenché. L'objet était plus froid que le sol qui l'entourait, comme s'il n'avait pas été réchauffé par l'impact. Ils ont essayé de le pousser doucement à distance. Le rover a déployé un petit bras muni d'une sonde trapue et a tapoté légèrement la surface de la sphère. Il n'y a eu aucun mouvement, aucune fissure, aucun changement. Le capteur sonore n'a enregistré que de faibles vibrations à travers le bras. Dans la salle de contrôle, quelqu'un a poussé un grand soupir. Premier contact et rien n'a explosé. C'était déjà une victoire. La prochaine étape était la plus importante. Utiliser le manipulateur principal pour saisir l'objet. Le soulever, prélever des échantillons. Le risque était évident. S'il se brisait, c'était fini. S'il réagissait lorsqu'on le soulevait, on ne savait pas ce qui se passerait. Mais la chance de le mettre à l'ombre pour l'examiner plus en détail en valait la peine. Le bras manipulateur se déplia. Articulation après articulation, il s'étendit au-dessus du bord du cratère, vers la sphère. La pince était dotée de 3 doigts, conçus pour saisir des roches de forme irrégulière. Il ne savait pas trop quoi faire d'une boule presque parfaite. Les opérateurs l'ont approché petit à petit. Un doigt a touché la surface en premier. La télémétrie a grimpé en flèche. Pas d'explosion, pas de choc. Juste un afflux soudain de données dans des canaux qui étaient censés être silencieux. Le bras n'avait pas de microphone, mais le système a signalé une entrée. Les caméras se sont brouillées pendant une fraction de seconde, puis se sont recentrées. La sphère changea. Elle ne fondit pas et ne se fissura pas. Elle se déplia. Des lignes apparurent à sa surface, brillant faiblement dans l'ultraviolet et le proche infrarouge. Pour des yeux normaux, elle était toujours noire, mais pour les capteurs du rover, elle était devenue un réseau de fines coutures brillantes. Les 3 doigts se refermèrent dessus. Le matériau céda juste assez pour permettre une prise, comme du caoutchouc dense. Le bras se leva. La sphère conserva sa forme, mais les lignes lumineuses se déplacèrent, courant vers le point où le métal la saisissait. C'était comme si l'objet prêtait attention au point de contact, observant la machine qui le tenait. De retour sur Terre, les alarmes se mirent à retentir. La liaison de données entre le rover et l'orbiteur, et entre l'orbiteur et le sol, transportait un ensemble de signaux bien connus. Télémétrie, vidéo, simples accusés de réception de commandes, mais désormais, enfouis dans ce flux, se trouvait quelque chose de nouveau. Des blocs de bits qui ne correspondaient à aucun protocole défini. Ils chevauchaient la transmission normale. Ce n'était ni une interférence, ni du bruit. C'était structuré, répétitif. Les systèmes au sol les ont signalés comme corrompus et ont tenté de les supprimer. L'équipe d'ingénieurs a désactivé cette fonction. Ces données étranges étaient justement l'intérêt. L'ancien rover est arrivé au cratère juste à temps pour observer. Ses caméras montraient le minuscule micro-rover tenant la sphère noire à bout de bras comme un trophée. Des traces de poussière sillonnaient le bord. 2 machines séparées par une génération de conception fixaient la même chose à leur manière aveugle. Les opérateurs ont tourné la caméra du rover plus ancien vers l'objet pour obtenir un angle différent. Pendant une seconde, les 2 machines l'ont regardé. La sphère a répondu. Les lignes lumineuses se sont brièvement éclaircies, puis ont faibli. Le flux de données a changé. Sur Terre, dans un laboratoire loin des salles de contrôle bruyantes, une autre équipe avait isolé les nouveaux blocs de bits. Ils les affichèrent sous forme binaire brute, puis sous forme de son, puis sous forme d'image. Au début, rien n'avait de sens, puis l'un des motifs fit tilt. C'était un champ d'étoiles, rudimentaire, en basse résolution, mais reconnaissable. Un groupe de points lumineux, dans une disposition familière. Lorsqu'on le superposa à une véritable carte du ciel, il correspondait à une région réelle, pas le voisinage local, pas une étoile proche. Un point situé à quelques centaines d'années-lumière, qui, pour l'œil humain, n'était qu'un autre point sombre. Pour cet objet, cela semblait important. La sphère noire sur la Lune appelait, à sa manière, sa maison. Ils observèrent le motif se répéter, se déplacer légèrement, se répéter à nouveau. Chaque itération ajoutait une petite variation, une sorte de somme de contrôle ou de correction. Le timing était précis. Les intervalles entre les rafales correspondaient au temps de trajet de la lumière entre cette étoile lointaine et leur position. Il ne s'agissait pas seulement d'une indication, il s'agissait d'une négociation, d'un ajustement, d'une synchronisation avec quelque chose qui, depuis la Terre, était invisible. La prise de conscience s'est faite lentement. 3i/Atlas n'avait pas simplement largué des débris, il avait largué un nœud, un relais.
Un dispositif destiné à atterrir sur un corps solide, à entrer en contact avec des machines locales, puis à renvoyer des informations. Sur la Lune, la batterie du micro-rover se déchargeait plus vite que prévu. Tenir l'objet, traiter les nouvelles données, faire fonctionner tous les instruments à la fois, épuiser ses réserves. Le plan était de récupérer la sphère et de la transporter dans une grotte peu profonde pour l'étudier plus longuement. Ce plan a échoué sous le poids des chiffres. Il restait le temps pour une dernière manœuvre, peut-être deux. Les options se réduisaient, lâcher l'objet et sauver le rover, ou continuer à le tenir et en extraire autant d'informations que possible avant que les systèmes ne s'éteignent. La décision n'a pas été difficile à prendre dans la salle qui avait observé les lignes lumineuses et les étoiles changeantes. Ils ont dit au rover de tenir bon. Il a passé les dernières minutes de sa vie immobile, le bras tendu, la sphère noire dans sa main, tandis que des motifs invisibles pulsaient à travers ses circuits et dans l'espace. Sur Terre, les systèmes d'enregistrement tournaient à plein régime, stockant chaque bit qui descendait. Le vieux rover, avec ses systèmes plus simples et son esprit plus lent, était assis sur le bord du cratère comme un témoin âgé. Sa caméra a observé la machine plus jeune jusqu'à ce que son image se fige. Le bus d'alimentation du micro-rover est finalement tombé en dessous du seuil de survie. Un par un, ces systèmes se sont tus. La vidéo s'est éteinte. Les lignes de télémétrie sont devenues plates. Seules les étranges données supplémentaires ont continué à arriver pendant quelques secondes, comme si la sphère avait remarqué la perte et terminait une phrase. Puis, le flux s'est interrompu. L'objet reposait dans la faible lumière du soleil, à moitié retenu par une machine morte, à moitié enfoui dans la poussière. Ses coutures brillantes ont pris une teinte noire. Pour tout futur visiteur doté d'une vue normale, il ressemblerait à une pierre lisse et sombre dans un petit cratère oublié. Sur Terre, les équipes ont rejoué la dernière transmission encore et encore, décodant, comparant, discutant. Le champ stellaire cartographié sur leurs écrans ne mentait pas. Quelque part là-bas, dans la direction indiquée par les motifs, quelque chose avait reçu un murmure de la Lune. Personne ne savait si c'était le premier murmure. Personne ne savait si c'était le dernier. Ils ne savaient qu'une seule chose avec certitude. Désormais, quoi qu'il y ait entre ces étoiles lointaines, si cela ne connaissait pas encore une petite espèce bruyante vivant autour d'un soleil jaune, c'était désormais chose faite. Ils discutèrent pendant des jours pour savoir comment l'appeler. Certains voulaient s'en tenir à une désignation austère, une suite de lettres et de chiffres qui s'intégrerait parfaitement dans les bases de données. D'autres estimaient que tout ce qui venait de parler à travers des centaines d'années-lumière, grâce à un rover hors d'usage, méritait un vrai nom. Comme toujours, c'est le public qui trouva la solution en premier. Sur les forums et dans les émissions de fin de soirée, les gens commencèrent à l'appeler « la graine lunaire ». Cela correspondait à l'ambiance. Ce n'était pas une arme, ce n'était pas une épave, c'était une graine. Quelque chose placé délibérément, destiné à grandir ou au moins à créer un lien. Les scientifiques qui détestaient les étiquettes poétiques continuaient d'utiliser leur code dans leurs articles, mais lorsque les caméras étaient allumées et les micros en direct, même eux se laissaient aller et disaient « graine ». Le vieux rover devint un héros accidentel. Son fabricant publia un communiqué discret indiquant que la machine avait dépassé de plusieurs années sa durée de vie prévue. Les fans en ligne réalisèrent des vidéos hommages, montant son long et lent voyage à travers la Lune en une sorte de montage de retraite. Le moment où il est arrivé au cratère et a observé la dernière résistance du rover plus jeune est devenu instantanément emblématique. Des artistes l'ont peint, des enfants l'ont dessiné. 2 robots dans un désert extraterrestre, l'un mourant, le bras tendu, l'autre observant, tandis qu'au-dessus d'eux, une ligne invisible d'information atteignait les étoiles. Personne n'avait l'intention de créer une histoire là-bas. Cela s'est produit malgré tout. Des plans ont rapidement été élaborés pour envoyer une autre mission, un atterrisseur plus grand, un rover plus robuste, peut-être même un système de retour d'échantillons pour ramener la graine sur Terre. Chaque idée s'est heurtée au même obstacle, le temps. Le temps que le matériel soit conçu, construit, lancé et atterrisse, la conversation que la graine avait entamée serait peut-être déjà terminée. L'étoile vers laquelle elle pointait était loin, mais pas infiniment loin. Le temps de trajet aller-retour était mesuré en siècles, pas en millénaires. Si les signaux pouvaient contourner cette loi par d'autres moyens, grâce à des astuces qui avaient permis à 3i/Atlas de danser dans l'espace comme il l'avait fait, alors toute réponse pourrait arriver beaucoup plus tôt, ou était déjà arrivée quelque part, où les humains ne cherchèrent pas encore. Dans les salles de classe, les enseignants ont essayé d'expliquer ce que cela signifiait sans effrayer leurs élèves. Ils ont dessiné des schémas simples au tableau. Voici notre Soleil, voici notre Lune, voici la trajectoire de la comète.
Voici l'étoile lointaine. La graine est comme un message dans une bouteille, disait-il, jeté sur une plage où nous nous promenions par hasard. Nous n'avons pas écrit le message, nous avons simplement ramassé la bouteille et l'avons portée à notre oreille. Pour certains enfants, c'était la chose la plus excitante qu'ils aient jamais entendue. Pour d'autres, c'était troublant. Une petite main s'est levée au fond d'une salle de classe dans une ville et a posé la question qui se cachait derrière toutes les autres. S'ils ont planté la graine, cela signifie-t-il qu'ils savaient déjà que nous la trouverions ? Il n'y avait pas encore de bonne réponse, seulement des suppositions enveloppées dans des modèles et des graphiques. Certains ont dit oui, le timing était trop parfait, la présence de rovers actifs, la sophistication des récepteurs humains, le réseau croissant de télescopes capables de voir des comètes faibles et de minuscules flashs sur des mondes sans air. Tout cela indiquait un piège, une expérience planifiée de longue date qui attendait les conditions idéales. D'autres disaient que non. L'univers était assez grand pour qu'il s'agisse d'une coïncidence. Peut-être que la graine se serait activée de toute façon, envoyant son rapport à travers le régolithe et le vide, sans que personne ne soit assez proche pour entendre l'écho. Dans cette version, l'humanité avait eu de la chance, ou pas, être au bon endroit avec les bons outils au bon moment, lorsqu'un message ancien avait finalement choisi de quitter le sol. La première véritable surprise survint 3 nuits plus tard. Les observatoires radio du monde entier étaient encore en train de passer au crible la dernière transmission de la graine, lorsqu'un pic étroit apparut dans une partie du spectre qui était restée silencieuse depuis aussi longtemps que les humains l'écoutaient. Il était faible, trop faible pour déclencher la plupart des systèmes d'alerte automatique. Un stagiaire de l'équipe de nuit le vit comme une fine ligne sur un graphique en cascade. Il s'éleva, resta stable pendant exactement 4 secondes et 2 dixièmes, puis disparut. Au début, cela ressemblait à un bruit de fond. Puis un deuxième pic est apparu, à la même fréquence, de même durée, exactement 8 minutes plus tard. Puis un troisième. Il n'y avait aucune source terrestre connue sur cette bande, aucun satellite prévu de passer au-dessus. La direction correspondait à la partie du ciel vers laquelle la graine avait pointé. Le motif ne contenait pas de données évidentes, juste des allers-retours, comme un battement de cœur lointain. 4 secondes et 2 dixièmes. 4,2 secondes de pause. L'intervalle correspondait à des rythmes déjà observés dans d'autres endroits étranges, mais ici, il semblait nouveau, frais. Ce n'était pas la graine qui parlait, c'était quelque chose qui répondait. Que ce soit vraiment en direct, renvoyant des signaux sur des distances impossibles, ou qu'il s'agisse d'un écho retardé déclenché il y a longtemps, cela n'avait pas d'importance à ce moment-là. Le fait important était plus simple. Le ciel avait changé. Une étoile qui était restée silencieuse sur les ondes radio avait désormais un pouls, faible, lente, mais suffisamment régulière pour régler les métronomes dans les pièces silencieuses de toute la planète. Le vieux rover sur la Lune, fidèle et ignorant, poursuivait ses tâches programmées. Il n'avait aucun moyen de savoir que son petit cousin était devenu célèbre ou qu'un minuscule objet noir qu'il ne pouvait plus voir avait lancé une rumeur qui ne s'éteindrait jamais. Il roulait le long du bord du cratère, prenant des photos panoramiques, mesurant la poussière, écoutant ses propres moteurs. Sur certaines images, la graine était un point sombre serré dans la griffe gelée d'une machine morte. Sur d'autres, ce n'était qu'une bosse à moitié enfouie dans l'éblouissement. Les historiens futurs qui examineraient ces images diraient que c'était la première fois que l'humanité photographiait un appareil extraterrestre au repos. À l'époque, pour les planificateurs de la mission qui devaient encore justifier les budgets et la maintenance, ce n'était qu'un rocher gris et une ombre de plus. Les histoires se répandaient plus vite que n'importe quel paquet de données. Les gens racontaient leur propre version autour d'un café, dans les trains, dans les sections de commentaires. Dans certaines, la graine était un cadeau, laissé comme un test de curiosité. Dans d'autres, c'était une sonde, goûtant la Lune et rapportant si ce système avait produit quelque chose qui valait la peine d'être récolté. Les artistes de rue peignaient des graines, faisant pousser des vignes métalliques sur les murs de la ville. Les auteurs-compositeurs glissaient des références dans leurs paroles. Une série populaire de courtes vidéos transformait toute l'affaire en un feuilleton entre les deux rovers, avec des légendes et des dialogues imaginaires. C'était ridicule, mais cela avait une importance. Cela donnait l'impression que toute cette étrange affaire appartenait à tout le monde, et pas seulement au petit cercle de spécialistes ayant accès aux journaux bruts. Dans les coins plus calmes de la discussion, certaines personnes ont soulevé une autre possibilité. Peut-être que la graine ne faisait pas du tout rapport sur nous. Peut-être faisait-elle rapport sur 3i/Atlas, sur où elle avait été, ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait touché. La Lune n'était qu'un rocher pratique sur le chemin.
un endroit où planter un enregistreur de données qui pouvait transmettre sa mémoire à quiconque avait besoin de ces informations. Cette interprétation rendait l'humanité à la fois plus petite et plus sûre. Plus petite, car cela suggérait que nous n'étions qu'une note de bas de page dans le journal de mission de quelqu'un d'autre. Plus en sécurité, car si nous n'étions pas le sujet principal, nous n'étions peut-être pas non plus la cible principale, comme des animaux filmés par une caméra de sécurité destinée à surveiller la porte. Comme toujours, le temps a effacé les contours les plus marqués de l'événement. Les semaines ont passé, d'autres nouvelles ont pris le relais, les marchés ont connu des hauts et des bas, des élections ont eu lieu. La graine est restée dans son cratère, immobile et impassible. Les pics lointains dans la bande radio ont continué, puis se sont estompés, avant de revenir à de nouveaux intervalles qui ne correspondaient à aucun schéma simple. Des articles de recherche ont été rédigés, rejetés, révisés et discrètement partagés. Quelques affirmations spectaculaires ont fuité et ont été noyées dans les débats. Le monde n'a pas pris fin. Aucune flotte n'est apparue dans le ciel, aucun rayon n'est descendu pour effacer des villes. La vie a continué. C'était le plus étrange pour certains. L'idée que quelque chose d'aussi important puisse commencer et puis simplement attendre. Pourtant, dans les coulisses et les laboratoires tard dans la nuit, le sentiment qu'un compte à rebours avait commencé persistait. Pas un compte à rebours bruyant avec des chiffres clignotants et des sirènes. Un compte à rebours long et patient, écrit dans le langage des orbites et des années-lumière. Quelque part lointain, les informations provenant d'une minuscule graine noire sur une lune poussiéreuse étaient absorbées, comparées, évaluées. Pour celui ou celle qui avait envoyé 3i/Atlas dans l'obscurité, ces données allaient se rejoindre des milliards d'autres. Peut-être allaient-elles faire pencher la balance, peut-être n'auraient-elles que peu d'influence. L'humanité n'avait aucun moyen de le savoir. Tout ce qu'elle pouvait faire, pour l'instant, c'était continuer à observer la partie du ciel que la graine avait désignée et le petit cratère où elle se trouvait, en attendant de voir lequel clignerait des yeux le premier.